Accord. Accord. Corps à corps. Et c'était donc l'un des premiers temps forts du dossier, un des dossiers les plus chauds de cette fin d'année 2024, aussi chaud pour nous en France que encore plus pour les Américains évidemment. C'était le premier débat entre Donald Trump et Kamala Harris, donc en vue de l'élection présidentielle. Le débat a été organisé par ABC News et était prévu sous un régime un peu particulier parce que, vous savez, ils ont décidé de couper les micros à chaque fois qu'un candidat avait la parole. Donc comme ça, il n'y avait pas d'opposition directe, il n'y avait pas de coupure, on va dire, d'interruption intempestive. Mais bon, il y a quand même eu des passes d'armes relativement sérieuses. On va revenir sur les sujets abordés, mais notamment, il a été question de l'avortement, de l'Ukraine évidemment, de Gaza, de racisme, de la tentative d'assassinat de Donald Trump, des émeutes du 6 janvier et d'autres choses dont on va continuer de faire le tour avec mes invités. Je suis très très heureuse qu'ils soient là pour parler de tout ça et ils sont tous épuisés là parce qu'ils ont suivi le débat, ils sont avec nous ce matin. Et surtout Renaud Bochard qui est sur place aux États-Unis. Merci d'être avec nous. Bonjour Renaud Bochard. Bonjour Clémence. Ça va, vous tenez encore la route? Vous n'êtes pas trop crevé? Ça va, il est 2h du matin, donc oui. C'est assez tard. C'est ça, vous avez fait une nocturne. Je rappelle que vous êtes fondateur du Substack Les Chroniques et grégoriennes, auteur de Christopher Lash, un populisme vertueux, puis vous suivez avec nous et pour nous l'actualité américaine. Donc on reviendra sur ce débat avec vous. André Berkoff, vous êtes avec nous? Absolument, Clémence. Ah, super. Bonjour André, présentateur donc de Berkoff dans tous ses états sur une radio qu'on connaît bien au logo rouge. Et je le rappelle, l'unique journaliste français à avoir pu interviewer Donald Trump, auteur notamment de cet ouvrage, Donald Trump, les raisons de la colère, chez First Edition. Et puis nous sommes avec Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur de publication d'Omerta, grand reporter. Je rappelle d'ailleurs que vous étiez chef du bureau de Paris Match aux États-Unis entre 2003 et 2009. Et puis là, vous avez un numéro d'Omerta qui sort aujourd'hui, je crois. Non, demain. Il sort le 19, le 19. La semaine prochaine. Est-ce qu'on peut donner son nom? Pas encore. Oui, c'est sur le sujet. Trump, l'Empire contre-attaque. Voilà, Trump, l'Empire contre-attaque. On va pouvoir parler de Trump qui contre-attaque contre Kamala Harris, justement. Je vous propose avant de commencer qu'on écoute quelques extraits. On commence par Kamala Harris. En anglais, on vous fait la traduction juste après. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. Voilà, Donald Trump nous a laissé la plus grosse attaque contre la démocratie depuis la guerre civile. Kamala Harris, donc, qui attaque Donald Trump et qui fait référence, j'imagine, à l'attaque contre le Pentagone. On va y revenir. Donald Trump, lui, a répondu à la question sur la guerre en Ukraine. Je vous propose d'écouter. And I want to ask you a very simple question tonight. Do you want Ukraine to win this war? I want the war to stop. I want to save lives that are being uselessly people being killed by the millions. It's the millions. It's so much worse than the numbers that you're getting, which are fake numbers. Alors, voulez-vous, le journaliste pose la question, voulez-vous que la guerre en Ukraine, l'Ukraine gagne cette guerre? Et lui, il répond, je veux que la guerre s'arrête en Ukraine. Il y a eu des millions et des millions de morts, beaucoup plus que les faux chiffres que vous avez donnés. Voilà, je fais la traduction rapide et simplifiée de Donald Trump. Et c'est intéressant parce que d'ailleurs, cet extrait est repris par l'équipe Kamala Harris comme étant un argument anti-Trump. Vous voyez, il ne veut pas que l'Ukraine gagne cette guerre, il veut seulement que la guerre s'arrête. Visiblement, c'est mal, d'après Kamala Harris. Alors, et dernier élément que je trouve intéressant et qu'on va pouvoir analyser ensemble, c'est Donald Trump qui revient sur la guerre en Israël. Et ça, Renaud Bochard, on était déjà revenu sur ce sujet avec Éric Denessé, sur ce décalage entre le positionnement de Donald Trump par rapport à l'Ukraine et le positionnement de Donald Trump par rapport à Israël. Donald Trump se positionne comme étant très protecteur d'Israël. Alors qu'il souhaite l'arrêt de la guerre en Ukraine. Et Kamala Harris, elle, est plutôt dans le positionnement inverse. C'est intéressant aussi pour nous, Français, de voir comme chaque président candidat se détermine. Je propose d'écouter Donald Trump. But when she mentions about Israel, all of a sudden, she hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress to make a very important speech. She refused to be there because she was at a sorority party of hers. She wanted to go to the sorority party. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now.
Donc Kamala, il dit juste Kamala, hein. Kamala déteste Israël. Elle n'a même pas rencontré Netanyahou quand elle est venue au Congrès pour faire, quand il est venu au Congrès pour faire un discours important. Elle a refusé d'être là parce qu'elle était à une soirée ou une partie de sororité, donc vous savez féminine quoi. Et si elle est présidente, Israël n'existera plus d'ici 2 ans. Voilà ce que dit Donald Trump. Donc, peut-être pour commencer, Renaud Bochard, j'imagine que vous avez tout suivi, peut-être plus encore que les autres, et puis surtout les commentaires derrière, comment ça a été reçu. Quels sont, selon vous, les éléments à retenir ? Le premier élément à retenir, c'est quelque chose auquel il fallait s'attendre. C'était une sorte de coup monté, en fait, afin de faire en sorte d'éviter la reproduction de ce qui s'est passé en juin avec Biden. Ouais. Donc, il faut quand même rappeler qu'ABC est une chaîne du groupe Disney. En gros, c'est un petit peu comme si vous aviez un débat pour les présidentielles en France qui passe sur France Inter avec des règles déterminées par France Inter et le parti du candidat du système, et puis qui serait animé par Nicolas Demorand et Yann Barthès. C'est un peu ce qu'on a vu hier soir, avec vraiment quand même une mise en accusation. C'était un procès en fait de Donald Trump. Là-dessus, on a vu quand même quelque chose d'assez exceptionnel, avec quand même notamment David Muir qui faisait du fact-checking en direct de Donald Trump. Oui. Mais pas de Kamala Harris, oui. Jamais de Kamala Harris. Donc ça, c'est une... Et alors en plus quand même, avec des questions extrêmement tendancieuses sur des événements comme le 6 janvier, lorsque vous avez des gens qui pensent que comme David Muir et sa collègue Lindsay Davis, qui pense que le 6 janvier, c'est l'événement le plus terrible de l'histoire américaine. C'est une sorte de Pearl Harbor américain ou de 11 septembre. Vous avez tout de suite quelque chose vous avez un décalage en fait entre la réalité et puis la perception qui est donnée par les journalistes. Donc ça me paraissait être le point le plus essentiel. Ce qui était intéressant, c'est de voir dans les commentaires ensuite sur la presse mainstream quel était le mot qui revenait le plus souvent. Et le mot qui revenait le plus souvent, c'était que Donald Trump avait take the bait, avait mordu à la part en fait, en répondant à des questions piégeuses en fait de Kamala Harris. Mais c'est pas des questions piégeuses de Kamala Harris, c'était des questions piégeuses, c'était des questions qui mettaient Donald Trump en accusation en permanence de la part des modérateurs. Alors parce que quand on voyait en fait le décalage entre les questions qui étaient posées à Donald Trump et les questions qui étaient posées à Kamala Harris, c'est-à-dire que la façon dont les questions étaient posées à Kamala Harris, c'était en fait, on aurait pu prendre citer un extrait d'un communiqué de la campagne de Kamala Harris et puis en lui disant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez développer, tandis que Donald Trump c'était est-ce que vous regrettez d'avoir demandé, d'avoir donné l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021. Oui. C'était un petit peu la nature des questions. Ou alors, lorsqu'on lui pose une question en disant est-ce que vous voulez, c'était très très bizarre la question sur l'Ukraine, en disant est-ce que vous voulez que l'Ukraine gagne, est-ce que vous voulez vraiment que l'Ukraine gagne. Bon, déjà, quand vous vous placez dans l'optique que l'Ukraine gagne est un objectif de la part du journaliste, oui. Vous êtes déjà en fait dans l'influence. Donc là-dessus, je crois que c'était l'événement le plus important. C'est vraiment la partialité des médias et le fait que ça a été vraiment une sorte de procès. D'ailleurs, là, dans la façon dont ils étaient disposés en fait sur l'écran, on voyait Donald Trump qui était entre Kamala Harris en fait, le procureur et puis les journalistes qui étaient un peu le jury. Et ça c'était tout à fait étonnant. Donc
je crois que c'est l'aspect le plus essentiel. Il y a une chose quand même qui a été assez intéressante dans la réponse de Kamala Harris sur l'Ukraine, lorsque le journaliste en fait a voulu tendre une perche à Kamala Harris en disant que Trump mentait lorsqu'il a dit que Kamala Harris aurait rencontré Poutine juste avant le début des opérations en Ukraine en février 2022. Et là-dessus, en fait, elle a donné une non-réponse, ce qui signifie que elle aurait sans doute effectivement rencontré Poutine et pas seulement Zelensky. Donc je pense que Trump avait à quelque part en fait donné des informations qu'il connaissait, qui étaient assez secrètes. Donc ça c'était et qui va peut-être pouvoir ressortir dans la suite de la campagne aussi. Il a peut-être des billes derrière. Je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir parce que c'était un échange tout à fait intéressant. En gros, je dirais que si on se place dans une évaluation traditionnelle en fait de ce genre de débat, on peut dire que ça a été plutôt une relativement bonne nuit pour Kamala Harris. Mais si on se place en fait dans une optique, un regard critique, sur un regard critique et sur le fait que en fait vous avez deux publics qui sont séparés les uns des autres. Et si on se place dans cette optique, je crois qu'effectivement ça n'a fait que renforcer le fait que comme l'a d'ailleurs très bien dit Vivek Ramaswamy dans un tweet après le débat en disant nous ne sommes pas contre un candidat mais contre une machine. Oui, ça on a bien compris. On revient d'ailleurs au sujet de votre chronique. Alors Andriy Berkov, vous avez également suivi. Quels sont selon vous les temps forts de ce débat? Plusieurs choses. D'abord, je crois qu'il faut bien voir qu'effectivement, du point de vue des démocrates, je ne sais pas si vous voyez, c'est un sublime miracle. N'oubliez pas d'où on vient. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un débat dans les mêmes conditions et de la même façon entre Joe Biden et Donald Trump, il y a quelques mois, où Donald Trump avait éviscéré Joe Biden, qui était apparu dans sa sérénité profonde, que beaucoup de gens savaient, mais c'est apparu au grand jour aux yeux de centaines de millions d'Américains et d'ailleurs. Bien. Pourquoi Kamala Harris est là? C'est bien à cause de ou grâce en tout cas, à ce débat de Biden. Donc ça s'est passé dans débat catastrophique, rappelons-le. Là, il y a deux choses quand même. On s'attendait, il faut bien dire, vous connaissez, je ne suis pas forcément très Kamala Harris, je ne suis pas violemment anti-Trump, mais force est de reconnaître que Kamala Harris, sur le débat, je ne parle pas en général bien sûr. de ce que ça va donner, mais sur le débat, Kamala Harris a été offensive, elle a été forte non pas dans les arguments, mais dans la manière dont elle l'attaquait. Et ce qui m'a étonné, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, même si Kamala Harris est ce qu'elle est et Trump est ce qu'il est, Trump en fait paraissait d'abord renfrogné. Et son calme était un calme de quelqu'un qui n'était pas, je dirais, comme il aurait dû l'être et comme il l'est. Et surtout par rapport à ce que disait Renaud, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est que Trump, c'est le premier, et avec quelle habileté, il sait répondre aux journalistes. Effectivement, les questions d'ABC, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas, pour Kamala Harris, les yeux de Chimène, ça c'est clair. Mais, justement, que Trump, son grand talent, a toujours été le débatteur, de répondre, de démonter. Il avait montré dans les primaires, il l'a montré là. Là, il répondait et il se défendait. Quand ils disent qu'il a mordu à l'hameçon, je crois que quand même, Trump, parce que personne n'est parfait, il ne l'est pas, ils l'ont dit, tout le monde l'a dit, vous savez, Kamala Harris est enfermée pendant 5 jours, elle a répété avec des gens qui jouaient Trump, etc., pendant 5 jours et 5 nuits. Lui, il a continué ses meetings en se disant, bon, ben écoutez, qu'est-ce que c'est ça, je vais n'en faire qu'une bouchée. Or, sur le fond, effectivement, il y a des arguments qui se sont échangés et beaucoup de choses à dire. Mais le Trump offensif, le Trump qui tout le temps aurait dû faire en disant mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans et demi? Alors il l'a fait, il a dit sur l'immigration. Andriy Berkov, si vous voulez bien peut-être juste vous rapprocher de votre téléphone parce que ça coupe un peu, on vous perd un peu par moment et c'est dommage parce que c'est très intéressant. Vous m'entendez bien là? Là on vous entend mieux, oui. Allez-y.
On va voir si ça marche. Sinon, on va vous donner au réalisateur. Je disais Oui. simplement Allez-y. que nous n'avons pas retrouvé le Trump bagarreur. Quand je dis le Trump bagarreur, qui n'hésite pas à s'en prendre aux journalistes poseurs de questions. Et deuxièmement, donc, si vous voulez, il y a deux plans. Sur un certain plan, ceux qui s'attendaient à ce que Kamala Harris s'effondre au bout de 10 minutes en sont pour leurs frais. Et ceux qui s'attendaient à ce que Donald Trump ne fasse qu'une bouchée de la candidate démocrate en sont aussi pour leur frais. Maintenant, sur le fond, effectivement, les questions n'ont pas été posées à Kamala Harris. Et je dirais, d'ici 2 mois, ce n'est pas évidemment sur ce débat que ça va se jouer, simplement, loin de là. Oui. Mais incontestablement, Kamala Harris, elle est sortie de son trou, je m'explique. Les gens ne la connaissent peut-être pas plus qu'elle n'était, peut-être qu'elle ment autant qu'elle aurait menti que commandant un bon politicien, mais simplement, elle a montré qu'elle existait. Elle a sauvé l'honneur, on va dire. Elle a montré qu'elle existait, c'était pas mal, et je crois de ce point de vue que Donald Trump, qui reste ce qu'il est, ça ne changera peut-être rien à l'issue des élections et du vote, du vrai vote, évidemment. Mais incontestablement, j'ai trouvé que Donald Trump n'était pas sur la réserve. À la hauteur de ce qu'il a été très souvent pendant tous les débats. On va donner la parole, André Berkoff, on va donner la parole à Régis Le Sommier. Je fais juste une précision concernant les modérateurs. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas eu de modération concernant Kamala Harris. Ce sont en effet des remarques que j'ai pu lire, moi, dans les commentaires de ce débat. Et on a pu voir, en effet, que Kamala Harris a accusé Donald Trump d'avoir dit que les nazis étaient fine people. Et en fait, ça avait déjà été prouvé que c'était faux par d'autres modérateurs plutôt, contrôleurs de fake news, vous savez, et fact-checkers. Et donc voilà, et ça n'a pas été fait en direct, donc on peut regretter en effet ce manque d'objectivité des deux côtés. Allez, je me tourne vers Régis Le Sommier. Régis Le Sommier, vous avez aussi suivi ces débats. Je vais vous demander, comme tout le monde, d'abord, quels sont selon vous les points à retenir, les points forts de ce débat. Moi, écoutez, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit André sur Trump. C'était pas le Trump le plus éclatant ni le meilleur qu'on ait rencontré. Mais je vais être un peu moins virulent contre lui. Je vais dire, en fait, il a fait du Trump, mais pas trop. Il s'est pas vraiment énervé. Il était assez souvent factuel. Alors, il a attaqué. Il y a eu, ça reste Trump. Mais il était, à mes yeux, plus modéré que prévu. Et je pense que c'est important. C'est important parce que l'enjeu dans ce débat, vous savez, comme toujours pour les élections américaines, ce sont les indépendants. C'est eux qu'on va chercher. Alors, il faut comme les abstentionnistes chez nous, c'est le même combat. Cocher des cases pour ses partisans, arriver à les maintenir dans un état d'exaltation, mais en même temps aller au centre. Et on n'a pas vu un Trump colérique, comme on avait pu voir. Attention, faut se rappeler des débats. Souvenez-vous le débat avec Hillary Clinton en 2016, mais c'était bien pire. À l'époque, Donald Trump était accusé d'agression sexuelle. Il y avait 4 femmes qui avaient témoigné contre lui juste avant. Hillary Clinton avait utilisé ses arguments. Ça avait été un débat très acrimonique qui s'était terminé sur un échange de politesse. D'ailleurs, c'était assez étonnant. Il y a eu un moment à la fin parce que faut pas oublier que Trump et Hillary Clinton ont été longtemps très amis. Donc, mais si vous voulez, le contexte était bien pire pour Trump à l'époque. Alors, ensuite, Harris n'a pas été mauvaise comme on le craignait. Alors, elle s'était bien préparée. Je ne vais pas revenir sur ce qu'André a dit. Elle n'a pas fait de gaffe. Elle a eu quelques expressions étranges, mais pas de rire trop marqué, vous savez. Oui, c'est un des reproches qu'on lui fait. Moi, je trouve qu'elle a bien réussi à se distancier. Je trouve que Trump aurait pu être beaucoup plus incisif là-dessus, sur le bilan de Joe Biden. Oui. Voilà. Et il faut voir que Kamala Harris n'avait pas pris part à des débats depuis 2015. Et que depuis le début de la campagne, enfin depuis qu'elle a obtenu la nomination, elle n'a pas, à part un débat, une interview
sur CNN complètement avec Dana Bash qui était complètement en faveur avec des questions quasiment préparées et Tim Walz à côté qui lui tenait la main. Bref, elle n'avait pas affronté vraiment les médias. Là, elle a affronté Trump. On peut dire, c'est vraiment la première fois qu'on la voit vraiment seule. Et bon, elle n'a pas arrêté de répéter « I have a plan, I have a plan ». Le problème de ce débat, c'est qu'on n'a pas vraiment su ce que c'était que ce plan, Ouais. ni d'ailleurs de la part de Donald Trump, comment ils allaient imaginer l'Amérique du futur. Donc on a surtout assisté à des échanges sur des bilans où ils se sont invectivés les uns les autres. Voilà. Ouais. Mais c'est, en tout cas, à vous entendre tous, finalement, le bilan, c'est quand même que Kamala Harris s'en est bien sortie, puisqu'on avait l'impression qu'elle n'aurait pas forcément le niveau, d'abord, comme vous le disiez, pas habituée au débat, puis toujours un petit peu ce rire gênant, enfin un problème de positionnement qui peut être un peu gênant. Là, finalement, on a l'impression que tout ça a été plutôt bien maîtrisé. Alors, maîtrisé par elle, par son équipe de com, et peut-être aussi, comme on le dit, par ABC News qui aurait mis un plateau et des questions en faveur plutôt de tourner plutôt vers Kamala Harris. Ça, c'est point d'interrogation. Clémence Oui, André Berkoff. Oui, juste un mot. C'est parce que, effectivement, nous connaissons quand même Donald Trump et que nous connaissions Kamala Harris que je souligne ça. Ce n'est pas pour prendre parti. Bien Par sûr. exemple, il y a eu quand même quelque chose qui m'a étonné. Et c'est pour ça que je me dis que les meetings quotidiens de Donald Trump, quand on a parlé du Obamacare, comment remplacer Obamacare? D'habitude, justement, ce n'est pas l'habitude de Donald Trump. Il a dit, I have a plan. On lui a dit, mais comment vous voulez améliorer Obamacare? Ben, on est en train d'y réfléchir. Et ça, ce n'est pas du tout Trump. Oui. Trump, quand il arrive, il dit, écoutez, on va faire ça, on va faire ci, etc. Ça m'a frappé, cette séquence où il disait, oui, écoutez, on pouvait pas faire mieux, c'est pas bien Obamacare, mais on pouvait pas faire mieux, on n'allait pas laisser tomber les Américains sur le plan santé. Et en fait, il a dit, oui, on va voir ce qu'on va faire. C'est-à-dire, je dis simplement qu'il a très bien conclu en disant, évidemment, qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans et demi? Vous étiez au pouvoir et vous avez fait quoi? Ça, c'est clair. Mettant, encore une fois, par rapport à ce que on pensait du rapport des forces, Oui. le débat ne s'est pas si mal passé pour Kamala Harris. Ouais, Mais oui. ça ne dit rien, encore une fois, ou pas Oui, grand-chose, on a à mon compris. avis, sur les résultats et ce qui va se passer le Oui, 5 on a bien novembre compris que prochain. c'était par rapport à ce qu'on en entendait de Kamala Harris. C'est bien ce que je précisais tout à l'heure. Renaud Bochard. Oui, je suis assez d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, mais juste une petite chose en fait sur les Kamala Harris et les débats. Il faut se rappeler que en fait la dernière fois qu'elle est intervenue dans un débat, c'était dans le cadre de la primaire de 2020, et c'est un débat qui avait mis un terme à sa campagne après une saillie de Tulsi Gabbard, dont j'aurais aimé d'ailleurs que Trump prépare le débat avec Tulsi Gabbard, puisque je pense que c'est vraiment la pire des cauchemars pour le Parti démocrate et pour la campagne de Kamala Harris, c'était de reproduire en fait le schéma de ce débat je crois que c'était un débat de novembre 2019, et là-dessus ça aurait été vraiment une catastrophe pour la campagne de Kamala Harris. Donc quand juste une chose en gros quand même sur la grande idée directrice qui se dégageait de ce débat, c'est que vous aviez quand même l'impression de voir deux camps en affrontement, entre un camp qui disait nous sommes vraiment à l'aube d'une catastrophe. Et ça c'était plutôt le message de Trump, vraiment dans un déclin civilisationnel, quelque chose d'extrêmement grave, et de l'autre côté vous aviez le message du camp des satisfaits. Et ça c'est, je crois que c'est vraiment la façon dont on doit, c'est vraiment l'enseignement qu'on doit retenir du fond de ce débat, je rappelle l'autre point saillant à mon avis, c'était l'extrême partialité des modérateurs, ce à quoi on était en droit de s'attendre, mais je pense que ça a dépassé l'entendement. Oui. Il y a une petite nouvelle quand même aussi qui a été faite à la fin du débat, c'est que Taylor Swift en a profité pour annoncer qu'elle allait soutenir Kamala Harris. Alors, c'est pas une grande
Mais Surprise. ça, c'est catastrophique. Enfin, c'est pas catastrophique, mais si vous voulez, je reviens encore sur 2016. Qu'est-ce qu'avait fait Hillary Clinton dans les derniers jours de la campagne? Elle s'était montrée dans des rassemblements avec Jay-Z, Beyoncé, Ouais, c'est toutes vrai. les. Et là, C'est elle ça est qu'il appelle les endorsée. meetings de la sororité, peut-être. Non, alors les sororités, je pense que ça devait être ses vieilles copines d'université, Oui. etc. Mais bon, ça, c'est plus pour les Américains, c'est plus quelque chose d'assez sacré, la sororité. C'est quand même, bon, fraternity, sorority, c'est quelque chose d'important. Mais on lui en tiendra pas grief. Mais par contre, sur cette histoire du star system aux États-Unis, c'est encore une fois, donc je disais, Hillary Clinton fait des meetings, des shows dans des endroits qui ne sont pas des endroits swing states, c'est-à-dire des endroits, des États pivots, quand Donald Trump va labourer littéralement ce qu'on appelle la Rust Belt aux États-Unis, c'est-à-dire la ceinture de rouille, le Wisconsin, le Michigan, l'Ohio, ces États où se passe l'élection, et c'est là où il va remporter le vote blanc démocrate qui va lui permettre d'accéder au pouvoir. Et là, on a un endorsement d'une personne. Alors certes, oui, il y a la jeunesse, mais la jeunesse vote pas. Ouais. C'est toujours les mêmes Vous pensez que lubies. c'est une erreur de On va- calcul de Mais je pense que c'est toujours les mêmes erreurs, c'est toujours l'idée, parce que il y a des ça parle pas aux démocrates. vrais Il y Américains. a des démocrates, des James Carville comme ça, qui sont des vrais, le Raging Cajun, qui est vraiment quelqu'un qui vient du fin fond de l'Amérique et qui souvent d'ailleurs est très critique sur la tendance wokiste du Parti démocrate. Mais il y a en fait finalement, voilà, on se dit on va mettre de la poudre aux yeux. Or, ce qu'attendent les électeurs américains, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on vienne leur sortir une chanteuse du chapeau. C'est pas ça qui va faire gagner l'élection. Au contraire. Et là, on est face à. Moi, je m'interroge. Vous avez dit, en effet, oui, d'un côté, Donald Trump qui fait du Trump, etc. Et puis de l'autre, le système un petit peu installé. Moi, je suis en train de me demander quand même clairement si ce n'est pas finalement, quand on voit les ralliements autour de Donald Trump, Ouais. quand vous avez Vous parlez- Robert Kennedy Jr. qui vous parle de problèmes de santé des Américains, d'obésité, de toxicomanie. En plus, il est particulièrement concerné puisque ça l'a touché personnellement. Quand vous avez Tulsi Gabbard, qui est une ancienne militaire, qui est du Parti démocrate, qui fait sécession et qui rejoint Trump, vous avez Elon Musk, qui est l'avenir des États-Unis, qui envoie des fusées dans l'espace, qui fait les premières voitures électriques. Qui sauve Boeing au passage. Non, mais voilà, qui est en train de sauver des entreprises calamiteuses un peu étatiques de transport dans l'espace. Donc vous avez ça qui est du côté de Trump, et de l'autre côté, vous avez Kamala Harris qui se vante d'avoir Dick Cheney comme Et soutien. Taylor Swift. Non, mais c'est complètement... Donc vous avez... Moi, je me demande où est le nouveau monde et où est l'ancien monde. Et si on n'est pas justement à l'aube d'une révolution américaine, comme on en a eu souvent, c'est-à-dire d'une régénérescence des États-Unis. Les États-Unis savent, Bill Clinton l'avait incarné à une époque. Il avait su puiser. L'Amérique s'est puisée dans elle-même pour se régénérer, pour penser son avenir. Et si c'est pas finalement aujourd'hui peut-être du côté de Trump, et même malgré Trump, je dirais que le mouvement est en train de s'inverser avec ces démocrates qui rejoignent les change un peu ses républicains positions. et ces vieux républicains néoconservateurs haineux, les John Bolton, les types qui ont passé leur vie entière à essayer de déclencher des guerres partout dans le monde, qui sont du côté voilà, donc vous avez le parti de la guerre d'un côté et un type qui dit moi je veux arrêter une guerre. Voilà, c'est ça la vérité. C'est pour ça, oui. Voilà. Alors, oui, André Berkoff. Non, mais c'est très intéressant comme analyse, en effet, Régis Sommier. André Berkoff, puis Renaud Bochard. Non, tout à fait. Je dirais que Régis a tout à fait raison de rappeler ce qui s'est passé d'abord. C'est clair, c'est là où je dis que, vous savez, c'est Korzybski qui disait la carte n'est pas le territoire et un débat n'est évidemment pas la réalité du terrain. On l'a dit déjà. Et là, effectivement, les ralliements de Kennedy, les positions de Musk, de Tulsi Gabbard et de beaucoup d'autres montrent effectivement où est la véritable tendance et où est le véritable je dirais, où est la véritable modernité. Et je crois que les journalistes d'ABC, moi, c'est là où ils ont rendu un grand service à Trump quand ils ont dit et insisté. Alors, vous voulez que l'Ukraine gagne la guerre ou pas? Oui. Et quand il a répondu, je voudrais que la guerre s'arrête.
je crois que c'est une des réponses, au contraire, les plus importantes de ce débat. Trump apparaît comme quelqu'un, et il l'a dit, il l'a répété, il arrivera ou pas, il a dit, moi j'arrive, je fais des deals, j'arrive, j'arrête la guerre au Proche-Orient, en Ukraine et ailleurs. De ce point de vue-là, en tout cas, en ce qui concerne la politique étrangère, ça joue. Et pour le reste, je crois qu'effectivement, la vraie question est là, c'est que est-ce que les Américains, les électeurs américains, la question qu'ils se posent, qu'on leur pose et qui est la question de toute cette période, est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui que vous étiez il y a 4 ans? Que ce soit, on voit très bien ce qui se passe dans les communautés, chez les Blacks, chez les Latinos et autres. Il y a quelque chose qui est là. Le vrai fond du problème, est-ce que par rapport à ce qu'on était il y a en 2020, est-ce qu'on est mieux aujourd'hui? Est-ce qu'on risque d'être mieux demain? Et avec qui? Oui. De cette question-là dépendront incontestablement les résultats. Oui. Et le reste, effectivement, un débat, c'est un débat avec ses contraintes. Oui. Et puis, on verra. Alors, la vraie question, est-ce qu'il y aura d'autres débats ou pas? Oui. Ça va être très intéressant. Je pense que les démocrates vont être aujourd'hui en disant, allez, faisons un autre débat. Et ben voilà, on verra si. Mais pourquoi pas? Mais c'était intéressant. Oui, mais vous le rappeliez, et Régis Le Sommier aussi, que pendant qu'il y en a une qui était peut-être média trainée, comme on dit, entraînée au débat, l'autre labourait littéralement les États pour pouvoir rencontrer et faire des meetings et tout ça. Alors qu'est-ce qui est vraiment important pour une élection? Est-ce que c'est ce qui passe à la télé ou c'est ce qui se passe en réalité? C'est tout le sujet, évidemment. René Bochart. Oui, c'est très important ce que disaient André Berkoff et Régis Le Sommier à propos des ralliements de Robert F. Kennedy Jr., de Tulsi Gabbard et d'un certain nombre d'autres personnalités, parce que en fait, on voit non seulement que Trump labourait le terrain, mais en même temps, il labourait aussi les nouveaux médias, les nouveaux podcasts les plus importants des États-Unis. Il est passé, par exemple, rien que dans les 2 dernières semaines, chez l'humoriste de Louisiane, Theo Von, qui a une énorme audience, et il est passé chez Lex Fridman, donc qui sont des podcasts très 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 en vogue. Lex Fridman qui est assez proche d'ailleurs d'Elon Musk. Et on voit, c'est pas la première fois que je fais ce lapsus. Et on voit quelque chose, et ce qui était encore plus important, ça n'est pas simplement un ralliement de Kennedy et de Tulsi Gabbard, mais même de Bret Weinstein. Ces gens-là mouillent la chemise. Bret Weinstein, ce qui aurait été complètement impossible il y a à concevoir. Peut-être nous rappeler qui c'est, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache à l'antenne. Brett Weinstein, c'est un biologiste de l'université d'Evergreen qui avait été mis en accusation par tous les étudiants, alors que c'était un démocrate, en fait, un libéral de facture classique, et qui a été ensuite une des grandes voix contre les vaccins Covid, et avec sa femme Heather Heying, et Brett Weinstein a récemment d'ailleurs fait donné une très longue interview après être revenu du Darien Gap, en fait, entre la Colombie et le Panama. Donc c'est vraiment là des libéraux de facture classique, comme Tulsi Gabbard, et on voit très très bien Tulsi Gabbard fait campagne activement en faveur de Trump. Robert Kennedy Jr. mouille la chemise aussi. On le voit passer dans plein de podcasts. Et puis vous avez Trump qui laboure ses médias. Donc c'est la présence, l'utilisation des médias qui portent est quelque chose qui est essentiel. Ça avait fait gagner Obama en 2008 lorsqu'il avait été le premier à utiliser les réseaux sociaux. Ça a fait gagner Trump lorsqu'il a été le premier à utiliser Twitter pour s'adresser directement au peuple américain pour contourner l'establishment républicain. Et on est en train de voir cette nouvelle
un nouveau développement en fait de cette utilisation des médias avec des gens qui vont de podcast en podcast. Et alors, ça Régis peut réagir justement à ce sujet. Juste avant, je précise merci infiniment à tous. On est encore en record absolu d'audience pour cette nouvelle saison. 6000 auditeurs en direct à tenter, donc ça veut dire beaucoup plus à la fin de la matinale. Merci à tous et immédiatement faites un cœur, un pouce, un like pour continuer de nous monter dans le référencement du direct. Allez-y Régis. Moi je vais rajouter en complément, c'est en prenant le négatif, c'est Kamala Harris ne fait pas du tout ça. Kamala Harris ne se met jamais en danger. Trump se met en danger 5 ou 6 fois par jour en répondant à des interviews, en se montrant sur des podcasts. Le message, c'est lui qui le contrôle et effectivement, il est très à l'aise dans cet exercice. Et Kamala Harris n'a fait qu'une seule interview à Dana Bash, donc démocrate très connue, journaliste très tendancieuse, contrôlée avec son vice-président nommé Tim Walz à côté. Enfin bref, on n'est pas du tout dans la même catégorie et vous avez raison vraiment d'évoquer Obama qui était parvenu à emporter non seulement la présidence mais surtout la primaire des républicains, des démocrates à l'époque, justement avec cette nouvelle façon de communiquer. Il avait à l'époque pris le dessus sur Hillary Clinton qui restait du vieux monde et Kamala Harris quelque part elle a beau être californienne, woke, etc. On est quand même dans une façon de faire de la politique qui me paraît un peu datée et le parti démocrate me semble, même s'il se veut comme la quintessence de la modernité, en fait, ça reste le parti de Joe Biden qui est plus près de la maison de retraite qu'autre chose. Voilà. Ça c'est fait. Attendez, j'avais juste une question à vous poser. Alors je sais pas qui a suivi ça et puis franchement je ne fais que poser la question là, mais comme beaucoup d'éditeurs me la posent, il y avait ce questionnement autour des oreillettes de Kamala Harris puisqu'elle avait des boucles d'oreilles qui ressemblaient à des oreillettes. On peut vous montrer ici le modèle. Bon, en tout cas c'est ce qu'on dit en post-plateau sur les réseaux, etc. Et ça remonte beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que peut-être plus, là je me doute peut-être plus vers vous, Renaud Bochard, c'est quelque chose qui vous a qui a été relayé également ou pas du tout? Ça c'est un truc de réseau derrière. Ça n'était pas parvenu jusqu'à moi. Mais, vous voyez là, on peut voir l'image. Bon, voilà, je n'avais pas vu ça, mais c'est vrai que je suis resté à peu près une demi-heure après le débat. Et puis surtout, je n'ai pas ouvert Twitter avant ce matin. Donc ça, c'est le genre de choses que je verrai plutôt sur Twitter. Voilà. Bon, on le voit. je vous pose la question. Clémence. Oui, allez-y, André Berkoff. Oui, non, simplement, oreillette ou pas oreillette, effectivement, ça a circulé. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faudrait dire, pour prolonger ce que disaient Régis et Renaud, alors ça, c'est que, au fond, l'autre chose qui est apparue très étonnant, enfin voilà, ça ne me rajeunit pas, mais les démocrates, mais que Régis aussi connaît, le parti des démocrates de Kennedy, c'est aussi un des paradoxes, mais plus le parti démocrate de Kennedy. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les démocrates et les républicains, d'abord, comme disait quelqu'un, commentateur américain, je ne me rappelle plus, il disait, mais Trump est beaucoup plus à gauche que le Parti démocrate sur un certain nombre de volets et un certain nombre de domaines. Et que le Parti démocrate, celui de Kennedy, le rêve américain, le Camelot et compagnie, est-ce que c'est par hasard, pas seulement parce que le neveu de JFK et le fils de Robert suit aujourd'hui Trump, en tout cas, est dans la mouvance, que effectivement, et c'est ça qui va être, encore une fois, je reviens là-dessus, les enjeux que défend Trump aujourd'hui, c'est intéressant, ce n'est effectivement pas les enjeux de Dick Cheney et de Bush et des autres. Et n'oubliez pas quand il parle Trump répète les rhinos, il dit c'est les rhinos. C'est quoi les rhinos? C'est Republicans in name only. C'est-à-dire qu'ils sont républicains que de nom et d'étiquette, ils ne sont pas du tout républicains. Et ça, je crois que ça joue au l'entend. C'est une petite musique ou même une grande musique qui passe effectivement
effectivement en boucle dans l'inconscient actuellement de cette élection. Oui, Régis Sommier, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez déjà souligné dans un article, ce paradoxe de la plus grande famille des démocrates, de Kennedy, qui rejoint aujourd'hui Trump et qui montre en effet ce que montrait ce phénomène de ralliement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est un peu comme l'attentat manqué contre Trump, c'est le ressenti et l'écho dans la société américaine. Évidemment, la famille Kennedy, quand elle a vu que son rejeton, on va dire, un peu bizarre, qui a toujours été considéré comme un peu un bad boy sur le côté. George Bush aussi était un bad boy au départ. Hein. Donc il y a toujours dans les familles des voilà. Et Robert Kennedy Jr. Mais Robert Kennedy Jr. ça reste le fils de Robert Kennedy assassiné. Ça reste le neveu de John Kennedy. Dans l'inconscient américain, c'est un truc énorme. Et ça, évidemment, beaucoup de médias aux États-Unis ont tout fait avec l'aide de la famille Kennedy pour complètement museler cette partie-là. Or, il y a une onde de choc quand ça, voilà. Et ça va être, je pense qu'une partie de la capacité du camp Trump et des Républicains aujourd'hui à séduire vient de là. Et vous avez raison, André a raison. Aujourd'hui, le parti de John Kennedy est plus proche de ce que défend Trump que de Kamala Harris. Oui. Il suffit de voir le papier, le ralliement, ce que disait Robert Kennedy Jr. pendant son ralliement. Il disait, voilà, moi j'ai assisté à ma première convention, j'avais 6 ans, j'étais démocrate avant même d'avoir l'âge de voter. J'ai ça dans mon sang. Mais aujourd'hui, le parti des big tech, des big farm, des big military et le parti de la guerre, ce sont les démocrates. Moi, c'était le parti du peuple, c'était le parti des petites gens, c'était le parti, c'était le parti de la générosité, et ce n'est plus ce que représente le parti. Donc quand on voit ce qu'il dit, quand il reprend point par point ce qui est là où était le parti de John Kennedy et là où sont les démocrates aujourd'hui, on a vraiment presque l'impression qu'il y a une inversion. Après, on peut cautionner cette inversion, on peut la mesurer un petit peu aussi. Trump, c'est quand même, ça reste au départ un milliardaire, quelqu'un qui a beaucoup évolué, mais dans sa carrière. Mais c'est quelqu'un d'atypique, et c'est très intéressant parce que ce sont souvent les atypiques comme ça qui font l'histoire américaine. Et puis surtout, vous le soulignez tout à l'heure, et ce sera le mot de la fin. Finalement, Donald Trump aussi lui-même évolue au fur et à mesure. Mais Donald Trump a soutenu les démocrates à une certaine époque. Ce n'est pas un républicain. Donc là, vous avez, et d'ailleurs, les républicains ont repris le truc, 3 Democrats, en montrant Elon Musk, qui lui avait soutenu les démocrates, en montrant Donald Trump et en montrant Robert Kennedy Jr., les 3 sur l'affiche. C'est 3 démocrates qui sont aujourd'hui, qui ont le vent en poupe. Voilà, c'est intéressant, en effet. Merci beaucoup à tous les 3 pour cette analyse de ce débat, et puis même plus de ce qui se passe en ce moment dans cette campagne présidentielle américaine. Évidemment, je vous le rappelle, pour ceux qui considèrent que c'est pas vraiment le sujet pour nous, mais si, on est extrêmement lié au prochain président américain. Évidemment, ça va tout changer sur la scène internationale. Donc, c'est important de le suivre. Merci encore, Régis Sommier, directeur de publication de Merta. Et donc, je rappelle, Trump contre-attaque. Et il contre-attaque quand à partir de la semaine prochaine? 19 septembre. Il n'y a pas que Trump dedans. Il y a aussi un gros dossier sur les influences américaines. Vous savez, ce truc qui existe, dont François L'État Fillon... profond, là, vous voulez dire dont François Fillon dit non, j'ai subi les plus grosses influences, elles venaient des États-Unis, mais ça n'existe pas, faut pas en parler. Les influences, c'est toujours du côté de l'Est en général, ou d'autres pays. Voilà. Et c'est intéressant, en effet, vous faites bien de le dire. Merci encore. Merci André Berkoff, on vous retrouve sur Sud Radio. Allez, je vais la nommer à partir de 12h30 tout à l'heure. Et puis je rappelle ce livre, Donald Trump, les raisons de la colère, chez First Edition. Et puis Renaud Bochard, merci encore, merci de suivre tout ça en direct depuis les États-Unis pour nous. Je rappelle que vous êtes fondateur du Substack Les Chroniques et Grégorian. Merci à tous les 3. Toxin continue, on était